On termine cette émission en parlant de protéines et d'engrais naturels à base d'insectes, puisque je suis en compagnie d'Antoine Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et CEO d'Insect. Et alors justement, vous venez d'être sélectionné parmi les finalistes du prix de l'inventeur européen de l'Office européen des brevets. Qu'est-ce qui vous vaut cette sélection? Parce que quand on se dit, voilà, ils produisent de la protéine à base d'insectes, on ne voit pas bien forcément, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si ça fait, je sais, 12 ans que vous existez, où se trouve la technologie derrière? Oui, en effet, ce qu'on fait depuis 12 ans, c'est très technique. C'est beaucoup de science derrière. Ce que font tous nos chercheurs, nos scientifiques, nos ingénieurs, c'est développer des technologies. Donc il y a beaucoup de sciences, de génie de la mécanique, par exemple, de génie des procédés, mais il y a beaucoup de travail sur la biologie, sur la compréhension de comment un insecte grandit, comment il se transforme, jusqu'à sa génétique. Et tout ça, ça amène à beaucoup d'innovations sur comment ils doivent grandir, être nourris, être transformés à une échelle pour être compétitifs. Et c'est plus de 380 brevets et on a de loin le premier portefeuille mondial. 380 brevets qui ont été déposés dans le monde, effectivement. On a plus de la moitié du portefeuille mondial, à nous seuls, du secteur. Et c'est pour ça, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles on a été sélectionnés dans ce prix très sélectif. Et on est vraiment très honorés de ce prix européen, cette nomination, en tout cas la phase finale. Voilà, on en est très heureux, ça souligne les efforts de notre équipe dans ce domaine. Aujourd'hui, vous travaillez sur quel insecte et pour en faire quoi exactement? Alors, nos fermes verticales elles s'organisent sur la reproduction de scarabées, qu'on appelle les moliteurs, qui se reproduisent comme tout animaux et qui font des œufs, et des petites larves deviennent des grandes larves, ces petites chenilles à peu près de 2 cm, qui sont, eux, transformées à ce moment-là, parce qu'ils sont très riches en protéines ou en bonnes huiles, en ingrédients pour nourrir les animaux d'élevage, les animaux, les chiens et les chats, jusqu'à l'alimentation humaine. Et on collecte leurs déjections, qui sont des engrais organiques super compétitifs et performants pour faire grandir les plantes à la place d'engrais chimiques. Pour l'alimentation humaine, c'est dans quel cadre? Alors, c'est déjà assez récent, parce que la réglementation européenne s'est ouverte l'année dernière. Donc c'est très frais comparé aux autres filières qui étaient ouvertes plus récemment, un peu plus longue. Et donc, nos clients, parce que nous, on fait que des ingrédients, vraiment, on a grosso modo, c'est des poudres, c'est des liquides, c'est des granulés qui sortent de nos installations, de nos fermes verticales. Et nos clients, ils vont mélanger ça, ces poudres, ces liquides, avec d'autres matières végétales, souvent, pour en faire des substituts de viande, comme de viande hachée, des saucisses, ou dans d'autres cas, des pâtes, mélangées avec du blé, des céréales du matin, des barres énergétiques pour le sport, des boissons aussi pour les sportifs. Donc, en fait, on peut rentrer dans à peu près la plupart des produits transformés qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on trouve au quotidien au supermarché. Donc, en fait, vous êtes en B2B2C, en fait. Vous revendez, c'est ça? C'est ça, et c'est vraiment notre focus en plus aujourd'hui, avec les récents financements, c'est se concentrer sur le marché un peu du foyer, de la famille, où on vend à des marques qui sont B2C, elles, et nous, on est donc B2B2C, et ces marques-là vendent pour les personnes, les parents, les enfants, mais aussi pour les chiens et les chats qui composent la famille. Oui, justement, vous avez lancé une marque de pet food à destination donc, des animaux de compagnie. C'était pas votre marché initial? En fait, le pet food, si, ça fait depuis longtemps qu'on est dedans, mais là, on accélère vraiment. Mais c'était plus sur l'élevage, non? Alors, on était depuis le début beaucoup sur les poissons. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Sur les chiens et les chats. Voilà, c'est les deux qui ont été le pilier depuis longtemps, mais là, on accélère beaucoup parce que la demande est très forte, et c'est la plus ancienne et c'est la première autorisée en Europe, celle des chiens et des chats. C'est là où on a le plus de maturité commerciale. Et donc, pour accélérer encore plus notre image sur la notion de qualité, de nutrition, de durabilité, on a créé cette marque B2B2C qui s'appelle Spring, avec un Y tréma, justement, qui reste donc associé à Insect, mais pour mieux parler aux clients, parce que Insect est une marque corporate, comme on dit, qui parle au grand public, à des talents qui veulent nous rejoindre, à des investisseurs. Par contre, être capable de parler vraiment beaucoup plus spécifiquement à des clients, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette marque Spring, qui a été lancée au plus grand congrès, salon européen, il y a quelques jours en Italie. Je sais que vous attachez beaucoup d'importance à l'impact environnemental. Par rapport à, on va dire, des produits alimentaires pour chiens et chats classiques, est-ce que vous avez mesuré l'économie en termes d'impact carbone? En fait, c'est un peu pareil que pour l'alimentation humaine, parce que des produits qui sont assez similaires, c'est des produits ou des coproduits, la production de viande, de bœuf, ou d'agneau, ou de porc, ou de volaille. Et donc, on a fait ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui vous permettent de mesurer tout votre impact, vraiment de l'amont de la chaîne jusqu'à l'utilisation finale. Et sur le carbone, on a près 40 fois moins d'émissions que de la viande rouge, des coproduits de viande rouge. On va être sur à peu près 40 fois moins aussi de consommation d'eau que la viande porcine et à peu près 10 fois moins d'utilisation de terre aussi que la volaille. Donc on a vraiment beaucoup d'arguments qui sont positifs et qui viennent compléter.
Mais jusqu'à présent, c'était vraiment les arguments techniques, hein, l'aspect nutritionnel, digestibilité, ce qu'on appelle la palatabilité, qui est l'intérêt pour le chien ou le chat de manger ou pas la croquette. Et l'argument durable vient après. Mais aujourd'hui, il devient incontournable. Il n'était pas le cas il y a 2 ans, 3 ans, mais aujourd'hui, il devient incontournable, mais après les éléments techniques. Vous avez mentionné tout à l'heure une levée de fonds de 160 millions d'euros, Oui, c'est ça, oui, qui s'est accompagnée en même temps d'un plan de restructuration avec des licenciements, je crois, aux Pays-Bas, un plan de départ volontaire en France, oui. Ce qui peut sembler contradictoire de prime abord. Donc, quelle est la situation d'Insect aujourd'hui ? Eh ben, en fait, on sait qu'aujourd'hui, on a une situation sur les marchés, sur le financement, qui sont très difficiles, qui sont aussi dures. Je pense qu'en 2008, on n'existait pas encore, mais on est sur une crise financière importante. Mais on a réussi à montrer, donc très peu d'entreprises aujourd'hui se font financer. Et 160 millions, c'est énorme. C'est énorme, 160 millions aujourd'hui, oui. Donc ça souligne les fondamentaux très forts, mais aussi c'est qu'on a pu démontrer aux investisseurs qu'on avait qu'on appelle un chemin à la profitabilité, qui va arriver relativement rapidement, qui est très clair. Mais pour ça, il fallait faire des choix, donc se focaliser plus sur les métiers à plus haute valeur ajoutée, en commercial comme les chiens et chats, l'alimentation humaine, donc le foyer, et moins sur les animaux d'élevage à court terme. Ça peut dire qu'on va arrêter, on va peut-être faire ça dans une deuxième phase, investir plus de temps sur les animaux d'élevage. C'est aussi des partenariats en joint venture pour les prochains sites de production. C'est qu'on ne fait plus tout seul, et c'est plusieurs projets qui sont hors de l'Europe. Donc on aura plutôt des équipes d'ingénierie ou d'automatisme qui sont beaucoup dans ces prochaines sociétés, donc avec moins de besoins effectivement en France sur ces fonctions-là de corporate technique. Et puis on avait un autre insecte, un cousin de notre scarabée qu'on faisait aux Pays-Bas, et simplement on a décidé de mettre en pause aussi ce qu'on appelle le scale-up de cet insecte qui était moins avancé que notre insecte en France, pour une question de focus et d'investissement. On va se concentrer sur la R&D aux Pays-Bas. On a toujours un centre de recherche là-bas, mais ne plus investir le site de production. Effectivement, on l'a arrêté aujourd'hui pour être concentré, pour atteindre la profitabilité plus rapidement. Vous aviez un site de production aux États-Unis aussi, non ? On a un petit site de production qui tourne toujours effectivement dans ce marché, toujours, là du pet food, mais pour plutôt les oiseaux de compagnie. Donc on a les oiseaux exotiques chez les particuliers, mais aussi beaucoup la volaille aux États-Unis. Les particuliers ont énormément de volailles, de poulets, de poules pour avoir des œufs le matin avec leur bacon. C'est plus de 10 millions de foyers. Qui ont des poules chez eux. Et donc, pour les nourrir, c'est justement un marché très intéressant. Et vous avez d'autres projets à l'international ? J'ai vu passer un truc sur le Mexique, exactement. Non donc, je disais, dans ce cas de ces projets-là qui seront en partenariat industriel, c'est qu'on partage les investissements. Donc, ça réduit notre investissement et donc ça nous rapproche plus vite de la profitabilité. On a un des partenariats aujourd'hui les plus avancés qui a été publié, c'est celui au Mexique. Voilà, on est tout proche de la dernière ligne droite, parce qu'on a déjà signé des term sheets, c'est-à-dire des accords, des pré-accords de comment on travaille, comment on se répartit la valeur entre les partenaires et le marché, notamment tourné vers l'export aux États-Unis. Quelle est votre capacité de production aujourd'hui ? Capacité de production, on va les cumuler sur plusieurs sites. Là, on a le site d'Amiens qui a démarré. Il doit atteindre assez rapidement 100 000 tonnes d'ingrédients, c'est-à-dire des engrais et des protéines pour l'alimentation des animaux, jusqu'à 200 000 tonnes, effectivement, dans une deuxième phase. Vous pourriez... Vous m'avez dit que vous marquiez une pause sur votre deuxième insecte cousin du premier, mais vous pourriez envisager, je sais qu'il y a d'autres dans le secteur qui misent plutôt sur les mouches, ou vous pourriez comme ça diversifier, ou finalement ce que vous faites est tellement spécifique que ça demande trop de temps, trop de R&D d'aller sur d'autres insectes qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés ? Non, je pense qu'il y a notre plateforme à la fois technologique, mécanique, mais à la fois sur la biologie, ce qu'on a appris, peut être appliqué à d'autres espèces d'insectes. Ce qu'on a démontré sur l'autre petite espèce, simplement, c'est une question là de focus à court terme. Mais ça ne veut pas dire que cette espèce continuera et pourra être sur le marché à un moment plus tard. Et je pense que on s'appelle Insect, on a vocation à regarder s'il n'y a pas d'autres biologies peuvent s'intégrer dans notre plateforme. Aujourd'hui, on est focalisé effectivement sur notre insecte, le moliteur, mais c'est pas du tout impossible qu'on puisse s'étendre dans le futur sur d'autres espèces d'insectes si elles apportent quelque chose de vraiment de qualité, notamment cette notion de premium, de durabilité aux clients, on sera intéressé. J'ai lu que l'ambition de l'entreprise, c'était de réinventer la chaîne alimentaire. Comment ça se traduit dans votre quotidien aujourd'hui ? Réinventer, c'était un peu se dire avoir une agriculture, une chaîne alimentaire qui soit en adéquation avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc, effectivement, les limites planétaires, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est l'eau. Et on sait que l'agriculture, elle est au croisement de tous ces grands enjeux, de sécheresse, d'impact sur la biodiversité, de déforestation importée d'autres pays, quand on mange des produits d'Amérique du Sud, ou tous les enjeux climatiques, émissions de méthane. Donc, on a ça. Et puis, c'est aussi le côté santé qui est important, parce que c'est la santé des écosystèmes, et c'est notre santé. Bien manger, c'est la première cause aussi d'une bonne santé. Et à l'inverse, le coût, on va dire, financier mondial des problèmes, des maladies liées à une mauvaise alimentation, qui peuvent à la fois depuis des carences jusqu'à tous ces problèmes de surconsommation ou d'obésité, maladies cardiovasculaires, c'est à peu près 11 000 milliards, 11 trillions d'impact et de coûts, alors que le marché de l'alimentation au global, c'est 9
trillions. C'est que le coût santé de l'alimentation est plus grand que le marché de l'alimentation. Donc, le coût santé de l'alimentation est plus grand que le marché de l'alimentation lui-même. Donc c'est parce que la santé est le premier marché au monde, mais l'alimentation est derrière. Mais dans la santé, le premier poste de coût de marché, c'est traiter toutes les maladies liées à une mauvaise alimentation. Donc c'est pour ça que réinventer la chaîne alimentaire, c'est retrouver un meilleur équilibre avec les limites planétaires, mais aussi avec notre propre santé. Et c'est ce qu'on travaille, on contribue en tout cas à notre modeste échelle dans ce sens-là. Vous aviez parlé tout à l'heure d'accélérer votre chemin vers la rentabilité. Vous la fixez à quelle échéance, si tout va bien ? Je dirais pas, c'est pas dans trop longtemps, mais je ne m'engagerai pas sur un chiffre à très court terme. Mais c'est le site d'Amiens est en plein démarrage. C'est ce site-là qui va nous permettre la rentabilité. Il va monter en capacité rapidement dans les prochains mois. Donc oui, on le voit, l'horizon est relativement proche, mais il y a du travail. Les équipes sont hyper concentrées là-dessus. Monter la capacité du cheptel qu'on appelle, qui doit monter dans les prochains mois et vraiment accélérer la livraison de nos clients. Il nous reste un peu de temps, donc on va prendre le temps juste de détailler ce site, parce que c'est vrai que c'est encore assez peu connu, les fermes verticales. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, une ferme verticale, ça peut produire différentes choses. Il y a d'autres projets en France, à l'étranger, qui font des fermes verticales de végétaux. Comme il y a qui s'appelle Jungle en France, ou Futura Gaia, qui font des super projets. Nous, on est sur la même chose, c'est qu'on ferme verticale veut dire qu'on verticalise la production. Souvent, c'est sur des bacs, donc on peut avoir ces plantes qui poussent avec des lumières à l'intérieur. Nous, c'est des bacs à l'intérieur où il y a des insectes. Et donc, on va superposer ces bacs. Et la différence avec les autres types de fermes, c'est que comme les insectes sont tout petits, qui sont dans des bacs qui ne peuvent pas bouger tout seuls, et c'est des machines qui vont les déplacer pour les amener à des endroits où on va rapporter à manger. On va regarder s'ils sont en bonne santé, s'ils ont bien grandi. C'est beaucoup d'analyse d'images, mais c'est aussi de l'analyse par nos chercheurs, nos scientifiques, nos ingénieurs sur le terrain. Et puis à un moment, on va aussi récolter régulièrement les déjections qui sont dans ce bac, parce que les insectes vivent dedans, donc ils produisent leurs déjections quand ils mangent. Ouais. On va séparer ça régulièrement pour faire un engrais qui va être stérilisé sous forme de granulés vendu pour la croissance des plantes. Et au bout d'un moment, les larves auront suffisamment grandi, suffisamment mangé, et elles sont transformées dans un atelier agroalimentaire qui est toujours dans le même site, mais dans un autre bâtiment dédié, où là, vous avez une unité qui ressemble beaucoup à ce qu'on transforme des végétaux, notamment du colza, par exemple, ou de l'olive. Vous écrasez finalement un produit fini pour faire de l'huile, et de l'autre côté, une pulpe. Et nous, c'est cette pulpe-là qui est transformée en protéines, en poudre sèche pour nourrir les animaux. Mais j'imagine que ça représente des milliers et des milliers de larves. Comment vous faites pour regarder parce que je veux dire, une vache qui va mal, ok, on le voit, mais une larve parmi je ne sais pas combien. On a fait beaucoup, nos chercheurs ont développé en interne avec des partenaires, par exemple, des systèmes d'analyse d'images qui vous permettent, en une fraction de seconde, la prise de photos, de voir s'ils sont en bonne santé. Simplement, dans tout élevage, il y a une mortalité qui est faible, de quelques pourcents. Vous avez tous les matins un éleveur, il peut trouver qu'il fait la volaille, un poulet mort, ça arrive, un poisson qui mord dans son bassin. C'est pas un souci, c'est normal, c'est la réalité d'un élevage. Et nous, on le voit, ça change de couleur notamment, il devient plus foncé, donc on arrive à le voir, et puis en plus on peut facilement le séparer après, parce que c'est pas notamment le même poids, la même densité. Donc on va pouvoir le séparer par des techniques à la fois physiques, par la taille, par la densité, par le poids. On va pouvoir séparer ces différentes fractions pour maintenir justement un élevage dans un bac qui soit toujours à peu près homogène, à peu près toujours le même âge, toujours vivant, toujours en bonne santé. Et en termes d'énergie, cette usine, elle est alimentée comment ? Alors c'est par l'électricité, essentiellement, un petit peu de gaz naturel. Et on a justement notre projet pour nos prochaines fermes, et voire même pour le site d'Amiens, de convertir. De toute façon, tous nos sites sont en électricité. C'est qu'on peut, avec des pompes à chaleur, vous avez pour votre maison, votre appartement, vous pouvez acheter des pompes à chaleur. Ouais. Et on peut le faire aussi à grande échelle pour des sites agricoles ou industriels. Et donc, c'est ce qu'on est en train de travailler comme d'autres solutions pour être 100% électrique, ce qui nous permet effectivement d'être moins dépendants des sujets de gaz qui sont aujourd'hui, on sait, encore en tension, même s'ils sont moins que l'année dernière, ils le seront structurellement sûrement toujours dans le futur. Et l'électricité, c'est plus intéressant aussi, que vous avez plus d'options d'être 100% renouvelable. Vous avez plusieurs options et pas qu'une seule, qui est le biogaz dans le cas du gaz. Là, vous avez le solaire, vous avez le géothermal, vous avez l'éolien, donc il faut avoir plusieurs options. Évidemment, toute l'énergie nucléaire décarbonée qu'on a en France, mais demain être capable de signer peut-être des accords long terme avec le producteur EDF pour de l'énergie renouvelable garantie sur 20-25 ans, ce qu'on appelle les PPA. C'est des choses qui sont intéressantes, effectivement, pour réduire encore plus notre empreinte environnementale. Un dernier mot, vos ambitions pour Insect à horizon 5 ans ?
Ils ont 5 ans. Écoutez, on a un site d'Amiens qui sera évidemment vraiment un fer de lance dans le secteur dans le monde. On aura d'autres sites qui auront démarré, qui tourneront plusieurs. Est-ce que ce sera 2, 3, 4, 5 mais c'est à peu près l'ambition dans les prochaines années. Sur plusieurs continents. On a sur l'Europe, mais il y aura donc, est-ce que ça, le Mexique, potentiellement d'autres dans d'autres régions qu'on annoncera dans les prochains mois sur lesquels on travaille. Et puis un leadership en termes de revenus, en termes de profitabilité, toujours en termes de science derrière, peut-être des nouveaux produits probablement, des nouveaux produits à la fois chez les animaux, chez l'homme, mais aussi chez les plantes, sur lesquels la recherche travaille aujourd'hui pour plus d'impact nutritionnel et environnemental. Merci beaucoup Antoine Hubert. Je rappelle que vous êtes président et CEO de Insect. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.